Bonjour. Donc cette table ronde aura comme thème l'esprit critique pour tous et plus particulièrement l'enseignement de l'esprit critique ainsi que la diffusion de la zététique. Donc chaque intervenant va se présenter. En gros, bon, il y a Henri Brock qu'on a déjà nommé comme le père de la zététique. Donc Thomas Durand, qui est docteur en biologie, mais qui est surtout connu pour gérer un blog et une chaîne YouTube. Donc Virginie Bagneux, donc, qui est maître de conférence en psychologie sociale. Et Denis Carotti, donc, qui est professeur des collèges et formateur des enseignants. Il vous en parlera plus précisément. Donc, je vais commencer par Monsieur Henri Brock, qui va nous dire un petit peu, nous rappeler ce que c'est que la zététique et l'esprit critique, et j'aimerais qu'il nous explique aussi un peu quel était le contenu de l'enseignement qu'il faisait donc à l'université de Nice, quel type d'enseignement il donnait. Thomas et Denis, ce sont les deux petits bébés pour ceux qui ont vu ma présentation de ce matin. Donc voilà, le rapport il est fait. Et donc auteur chez Bookiebook. Donc la zététique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le vocable. C'est un vieux mot grec qui vient de zétaïn, qui veut dire chercher. Zététikos qui cherche, et c'est simplement quand j'ai créé l'enseignement, j'ai expliqué un petit peu ce matin, je le redis en 2 mots, j'avais fait un petit sondage sur la relativité comparée à la psychokinèse, aux croyances de la psychokinèse, et le sondage a été vraiment surprenant, et c'est ça qui m'a mené à créer le cours de zététique. Et donc j'ai cherché un vocable qui soit peu connu des étudiants, de manière, parce que si on parle de rationalisme, tout ça, c'était déjà un petit peu connoté négativement. Donc j'ai pris ce vocable que je connaissais, parce que depuis tout gosse, je suis champion de Diamino. C'est le Scrabble moderne, hein, à l'époque ça s'appelait Diamino. Donc tous les mots en Z, il n'y a pas de problème, zé, zo, zététique, zeugma, zibeline, etc. Donc j'ai pris ce vocable parce que du coup ça pousse au questionnement. Les étudiants disent qu'est-ce que c'est, et ça c'est bien parce que du coup ça amène à répondre. Et le but c'est d'utiliser donc des phénomènes un peu bizarres, parce que c'est ça qui est vraiment accrocheur pour les étudiants, pour les enseignants aussi. Et donc j'ai démarré ces cours au début des années 80. Pendant une dizaine d'années, ça a été des cours intégrés dans mon cours de physique en fait. Et comme ça a pris pas mal d'ampleur, c'est devenu un cours officiel inscrit dans les maquettes en 93. Donc à l'université de Nice, à la fac des sciences, l'enseignement est devenu officiel. Une partie obligatoire pour les SVT, les sciences de la vie et de la terre, et une partie optionnelle pour les autres dominantes. Voilà un petit peu. Et pour le contenu, bon, je ne veux pas faire long, je vous invite à aller simplement sur le site du laboratoire, parce que souvent quand on voit des références à la zététique, on voit plein de liens, malheureusement, on voit pas. Le premier lien qu'il y a, c'est celui du laboratoire de zététique de l'université de Nice. Donc c'est www.unice, UNICE, la contraction de l'université de Nice, unice.fr/zététique, sans accent. Vous arrivez sur le site du labo, et là vous avez tout, l'enseignement, la doc, le labo, plein d'articles, etc. Voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. Et est-ce que l'enseignement continue après vous? Alors, moi j'ai arrêté en 2014, je suis professeur émérite donc actuellement, donc je continue à faire un petit peu des petites recherches, mais plus l'enseignement. Il y a 4 collègues qui continuent l'enseignement de zététique. Malheureusement, pour cette année, je vous donne un scoop, à l'université de Nice, donc où ça a été créé, l'enseignement de zététique a été supprimé. Alors, bon, après, on peut essayer de voir pourquoi, compression en fonction des heures et tout, il y a les matheux aussi qui ont perdu des heures et tout, mais c'est quand même assez paradoxal de voir qu'au moment où le gouvernement est en train de nous bassiner tout le temps avec le coup de l'esprit critique, il faut le développer, il se trouve qu'à l'université où ça s'est créé, où ça démarrait, avant d'essaimer à Grenoble, à Bruxelles, etc., après c'est un petit peu diffusé, mais il se trouve que là, pour le moment, cette année, c'est supprimé, j'espère que ça reprendra l'an prochain. On a essayé de faire une pétition, entre guillemets, pour relancer un petit peu tout ça. Merci. Dans le même ordre d'idée, Denis, là on a vu l'enseignement en fac, donc toi tu es plus formateur et bon, prof de collège et formateur des 2 profs de collège ou même collège et lycée. Voilà, est-ce qu'il y a un enseignement qui existe ou ça va arriver, quel est en fait l'enseignement de l'esprit critique au collège et est-ce que ça avance? Et bonjour à tous et à toutes. Oui,
Ça avance bien. Donc je me présente d'abord, donc Denis Carotti, donc je suis professeur de physique en collège et lycée et actuellement chargé de mission pour le rectorat d'Aix-Marseille pour la formation à l'esprit critique. Et plus exactement, je pilote un groupe de formateurs, de professeurs qui s'appelle Esprit critique et sciences, donc qui est tourné évidemment vers l'enseignement, disons-le comme ça, de la zététique telle que l'a définie Henri, et bien d'autres choses aussi, éducation aux médias et l'information, qui fait partie d'enjeux liés à la formation à l'esprit critique. Je voudrais quand même rappeler aussi que on vient pas de rien, hein, tout ce qui se passe en fait dans l'Académie d'Aix-Marseille émane de... Et là, je le dis parce qu'il est là aussi, mais pas parce qu'il est là d'Henri Broch. Évidemment, moi, je suis passé entre ses mains au début quand j'étais dans l'Académie de Nice, comme beaucoup ici. Tout ce qui se passe en fait autour de cette formation qui existe et qui touche des centaines d'enseignants, pas qu'à Aix-Marseille, mais en tout cas beaucoup à Aix-Marseille, c'est aussi lié à des choses qui existaient déjà avant. N'oublions pas le travail, et comme on dit souvent, on s'appuie sur des épaules de géants, et ces géants sont parfois oubliés, ou en tout cas on n'en parle pas assez. L'Observatoire zététique et tout le travail qui avait été conduit au niveau associatif, mais surtout au niveau éducatif, sont des sources d'inspiration qui ont évidemment alimenté beaucoup de choses qui se font encore à l'heure actuelle. Alors je voudrais pas les oublier parce que c'est surtout sur ce travail-là qu'on s'est appuyé et qu'on s'appuie encore. Les formations donc touchent les enseignants de toute discipline. C'est des centaines d'enseignants qui sont formés depuis 3 ans, où les moyens ont été mis dans l'Académie d'Aix-Marseille pour déjà avoir un poste, un demi-poste, c'est le mien, qui est, je crois, unique en France, c'est-à-dire dans le sens où on consacre de l'énergie et donc des moyens à libérer un enseignant en partie pour former d'autres enseignants à l'esprit critique et aux sciences. En plus, j'ai dans mes missions aussi le temps d'accompagner les enseignants dans leur classe, c'est-à-dire que non seulement on peut aller les former dans des cadres de formation établissement, c'est ça qui a été mis à l'œuvre dans l'Académie d'Aix-Marseille, mais aussi donc s'il y a des enseignants dans la salle et qui m'appellent, en fait c'est aussi simple que ça, si j'ai le temps et si je suis pas très loin de vous, moi je rayonne dans toute l'Académie, je peux venir tout simplement à votre demande, participer, vous aider, accompagner des projets, et c'est ce qui se passe en fait dans l'Académie. Il y a des dizaines de projets depuis des années déjà qui existent. Des projets qui existaient à l'époque, même liés à cette région-là, parce que, à la région en tout cas, au financement de la région, figurez-vous, c'était il y a plus de 10 ans, je m'étais déjà retrouvé ici, c'était le début d'une aventure qui a été pilotée par l'association Sciences, Technologies et Sociétés, la STS, PACA, et qui avait mené des séries en fait d'initiatives, notamment une qui s'appelait les Horizons du Savoir, dans lesquelles en fait on pouvait aller diffuser des conférences et des interventions pour les élèves sur cette thématique sciences, esprit critique et zététique. Et donc ça a permis de fédérer pas mal d'enseignants et notamment d'intervenir aussi pour les élèves. Alors tout ça, ça existe à Aix-Marseille, mais ça existe dans d'autres académies. Je pourrais pas toutes vous les citer, mais le nombre de formations qui parlent d'esprit critique en France a considérablement augmenté, voire même a germé complètement, quasiment depuis 2015, on va dire. C'est vraiment une rupture assez particulière. Moi, j'étudie ça aussi dans le cadre de mes recherches, c'est-à-dire aussi voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'enseignement autour de l'esprit critique. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on n'invente finalement rien, mais en même temps, il y a des choses qui ont été formalisées. Et des choses qui ont été formalisées aussi grâce à la recherche. Alors, une recherche française qui est en train de se développer, mais une recherche aussi anglo-saxonne qui travaille sur toute la thématique du critical thinking, comme on l'appelle, et qui a, d'une certaine manière, apporté aussi un certain nombre d'éclairages. Si vous voulez, on en reparlera sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on sait en fait, sur l'évaluation de ces formations-là, parce que c'est un de mes axes aussi de travail. Est-ce qu'on sait si ça fonctionne ou pas, ces enseignements? Qu'est-ce qu'on fait bouger chez les gens? Et surtout, j'allais vous dire, quels sont les objectifs de la formation à l'esprit critique? Pourquoi on fait ça? Peut-être dernière chose, c'est pas du tout de la pub parce qu'on n'a aucune royalty dessus, mais pour vous dire l'ampleur des choses qui se font. Par exemple, c'est un bouquin, voilà, qui aurait jamais existé il y a encore peut-être il y a 10 ans. Esprit critique, outils et méthodes pour le second degré, donc des séquences pédagogiques destinées à des enseignants de toutes disciplines, qui est publié chez Canopé. Donc voilà, c'est des ouvrages comme ça, comme Esprit critique, Esprit scientifique, de la main à la pâte aussi. J'ai une petite question. Est-ce qu'on a eu une idée du nombre d'enfants qui ont eu des formations à l'esprit critique? Alors si je compte tout ce qui se passe ici dans l'académie, hein, le projet par exemple dont je vous parlais avec la STS, c'est plus de 10 000 élèves qui ont été touchés en 5-6 ans. C'était des dizaines et des dizaines de conférences qui touchaient parfois 150 élèves à chaque fois. Donc c'était des choses à gros moyens. Là, dans ce que je fais, c'est plus du petit travail en fait avec des classes. Donc c'est aussi des centaines d'élèves qui sont touchés, mais évidemment,
Voilà, c'est difficile d'intervenir pour toutes les classes. Donc ça aussi, c'est beaucoup d'élèves qui sont touchés dans toute l'académie en tout cas. Mais est-ce qu'il y a des profs qui sont formés, ils mettent dans leur enseignement, ils rajoutent Oui. cet éclairage, c'est ça? Exactement. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des profs de toutes disciplines. Vous avez évidemment au cœur de ces enseignements-là, parce que c'est plus facile du fait de l'endroit où ils se situent, ce sont les professeurs documentalistes. Les professeurs documentalistes sur la thématique de l'éducation aux médias et à l'information ont besoin de ces outils, les outils zététiques, les outils de tout ce dont on a parlé ce matin, et qui permettent en fait d'avoir un éclairage vraiment outillé pour les élèves. Mais ça, ils peuvent le faire parce qu'en fait, ils n'ont pas de programme à signer. Alors, vous avez une collègue, je ne sais pas où elle est, qui est ici, qui s'appelle Céline Monté, qui fait un travail absolument remarquable dans son collège à Gap, collège Mozan, et qui fait professeur documentaliste, mais qui travaille sur des cours de zététique avec ses élèves, en fait. Et c'est pas la seule. Donc on a les professeurs documentalistes, collègues d'SVT qui travaillent en éducation média, en éducation citoyenne, morale et civique, pardon, en EMC, l'ex-éducation civique, et qui est prof d'SVT et qui fait aussi de l'enseignement de l'esprit critique, mais qui est professeur d'SVT. Vous avez les professeurs de physique, vous avez les professeurs d'histoire géo, vous avez les professeurs de lettres, autour de l'argumentation, du raisonnement, bref. Chacun arrive parfois à incruster dans ses cours des petits moments, des petites... c'est pas forcément des heures et des heures toute l'année, mais il suffit qu'il y ait quelques moments dans lesquels, quelques manières de faire, et je vais même aller plus loin, ce qu'on enseigne aussi, sont aussi des attitudes et des manières d'être. On essaie de donner envie de se saisir de tous ces outils-là. Ce qui m'a plu chez Henri Brock, c'est pas sa barbe ou son béret, c'était aussi la personne en fait que j'avais en face de moi. C'est-à-dire qu'il me donnait ces outils, mais il me donnait aussi envie de les utiliser. Donner envie d'utiliser ces outils. Et donner ces outils. Et la barbe. Virginie, non, je suis désolé. Virginie Bayeux, est-ce que, en plus de vous décrire un peu les travaux que vous faites en plus de nous décrire un peu les travaux que vous faites en psychologie sociale, est-ce que vous pourrez nous dire en fait si la réceptivité aux croyances dépend du sexe, du milieu social, enfin quels sont un peu les critères? Alors juste pour me présenter rapidement, je suis enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université de Caen et par ailleurs membre de l'Observatoire zététique, cette association loi 1901 qui existe depuis 2003. Et à qui je dois tout dans l'évolution en fait de mon questionnement de recherche sur l'esprit critique. Je voudrais rendre hommage à Richard Monvoisin, Florent Martin et Nicolas Vivant qui ont façonné en fait cette motivation que j'ai aujourd'hui à transmettre cette autodéfense intellectuelle. Et pour répondre directement à ta question, François, est-ce qu'il y a des prédispositions finalement chez les individus à adhérer à certaines croyances ou non? Alors ce serait très chouette si c'était le cas, parce que du coup on identifierait ces variables-là, puis après on interviendrait dessus. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est la dimension peut-être sociale que je vais aborder ici et dont on parle peut-être pas assez, il me semble. Le fait d'adhérer à une théorie du complot, par exemple, ou de s'opposer à une norme, comme par exemple de vacciner ses enfants, ça veut dire émerger dans un champ social, c'est-à-dire défendre une identité sociale peut-être un peu particulière, qui va avoir pour conséquence de me mettre en avant, de me valoriser, de tout faire en tout cas pour augmenter l'image positive que je peux avoir de moi-même. Et par ailleurs aussi peut-être de faire partie d'un groupe social dans lequel j'ai ma place, j'ai une certaine légitimité et dont je bénéficie des avantages. Donc peut-être que l'appartenance sociale est une piste pour répondre à ta question et que ces motivations défensives, on les appelle comme ça dans la littérature, qui sont là donc pour protéger une image de soi et surtout de préserver une représentation d'un monde cohérent, que je comprends, que je peux prédire et qui me met en valeur par rapport aux autres et dans mon groupe d'appartenance, peut-être sont les prédispositions à adhérer à certaines croyances et peut-être un peu moins à la connaissance qui nous met devant notre incertitude de l'avenir, de
et qui ne nous permet pas toujours de réguler nos émotions, et notamment les émotions négatives. Cette dimension émotionnelle négative qu'on cherche à réguler chacun en s'informant, ou au contraire en adhérant à des croyances peut-être toutes faites et faciles. Thomas Durand, donc vous êtes particulièrement connu pour votre chaîne YouTube, ainsi que sur le blog. Bon, est-ce que vous pouvez vous raconter un peu, et surtout voir comment vous êtes arrivé à faire cette chaîne, et ce que vous pensez de l'impact que ça a sur votre type de public, si vous connaissez, vous arrivez à connaître le type de public que vous touchez. Merci. Bonjour. Me raconter, oui, j'ai fait des études de biologie, donc je suis docteur en biologie, et en fait je m'intéresse à la théorie de l'évolution depuis pas mal de temps, et je m'intéresse notamment aux créationnistes, qui sont des gens normaux, mais créationnistes. Et donc, pendant longtemps, j'ai discuté avec des gens comme ça sur les réseaux. C'était une perte de temps considérable, parce qu'on ne convainc pas ces gens-là. Moi, j'ai pas réussi. Moi, j'ai toujours échoué à convaincre les gens. Donc, j'ai été convaincu d'avoir raison. J'étais convaincu que quand je débattais, j'amenais les éléments, etc. Et voilà. Donc, j'ai fini par être très très triste. Et j'ai commencé par parler avec des gens qui étaient de mon bord. Donc, c'était sur des forums. Un type, je sais pas si vous connaissez, onnoucachetout.com. C'était assez velu. Il y avait il y avait tout. Et moi, j'allais plutôt dans la zone, voilà, plutôt sciences, pseudosciences, etc. Et le site a fermé depuis, voilà. Et en fait, pendant des années, j'ai étudié les zététiciens, un peu comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, je faisais les zététiques plus ou moins de mon côté. Et je n'ai aucun souvenir du moment où j'ai appris l'existence d'un tel ou un tel. Je savais que Henri avait écrit un bouquin avec Charpak, donc ça c'était connu, donc je le connaissais, mais voilà. Et donc je ne sais plus, parce que les faux souvenirs nous guettent, donc je ne vais pas commencer à m'en forger. Je ne sais plus comment j'ai découvert tout ça. Mais quand j'ai redécouvert, en effet, via les conseils sur les contacts sur Internet, j'étais bien content de voir que ça existait déjà, qu'il y avait des trucs. Et quand on a créé la tronche en bien, en fait, c'est parce que mon collègue Vled Tapas, qui est musicien, qui a sa chaîne de musique, il m'a dit, il faudrait faire une chaîne sur la zététique, parce que moi, j'avais tanné avec ça pendant longtemps. Et donc, donc je l'ai converti à la zététique, et c'est lui qui m'a converti à YouTube. Voilà. Et donc, tous les deux, on a fait, avec le Kiki, après, avec l'Astec, qui est une asso qui est autour, on a créé ce projet-là, parce que j'étais au chômage, grâce au modèle de l'université française. Bonjour à mes collègues qui ont réussi à survivre et à rester dans les murs, c'est bien. Je suis content pour eux. Et je suis content de notre sortie finalement, parce que ce que je fais me plaît bien. Et voilà, donc on a écrit ça, et c'était un projet qu'on a complètement improvisé, enfin plus ou moins, enfin c'était écrit. Et on a eu un accueil critique très vite, très positif. Donc il y a une communauté qui existait, avec la page zététique sur Facebook. À l'époque, il y avait quelques milliers, maintenant ils sont 20 000. Ça, c'est plus que 20 000, maintenant c'est combien 20, bref, on a dépassé les 20 000. Et bon, on a eu 600 abonnés en un jour. Oh, là, t'es content. Maintenant, on est à 170 000. Donc, mais à l'époque, c'était pas possible d'imaginer qu'on allait dépasser les 20 000, 30 000 quand on était bien content. Et le public qu'on a, c'est un public qui est plutôt des gens comme vous, quoi. C'est des gens qui n'ont pas besoin de nous, en fait. En gros, ça va. Ils ont fait des études. C'est pas des gens qui courent le risque d'être dans une dérive sectaire. Par contre, c'est des gens qui ont besoin d'être déconstruits sur les zones où ça les dérange. Et donc, le monde de la zététique a un problème, et Virginie l'a évoqué, avec les sciences humaines. Il va falloir se retirer les doigts du fondement, les amis, et accepter que les sciences humaines sont des sciences et qu'on en a besoin. Alors, c'est pas des sciences aussi abouties que la physique, hein. C'est pas des résultats aussi clairs, aussi sûrs, parce que l'objet est plus compliqué. En fait, c'est plus simple. Et c'est Einstein qui a dit, ce qu'on aime bien citer Einstein, j'ai vu. Einstein a dit, c'est plus simple de briser un atome qu'un préjugé. Et bien, le monde de la zététique est la preuve de ça. On a du mal avec nos préjugés à nous. Donc, comme la zététique, le principal élément, c'est de penser contre soi, je viens vous dire à vous, et à nous, attention à comment on pense et à comment on n'aime pas qu'on nous égratigne sur les zones où c'est sensible. C'est là où il faut gratter. Donc tous les sujets où vous trouvez qu'il y a des disciplines scientifiques qui vous agacent, intéressez-vous pour voir si c'est solide ou pas, et parfois ça l'est.
Voilà, c'était ma séquence autocritique. On parle depuis tout à l'heure de zététique, esprit critique. On peut demander donc à Virginie et à Denis en fait quelle est la différence de l'esprit critique, la zététique, quel est le lien entre les deux. Alors si je vais commencer peut-être par Henri a déjà défini ce qu'il mettait derrière le terme zététique. Donc je vais reprendre ce que j'ai appris comme un mantra à l'époque déjà et que je crois ça définit bien la zététique, c'est la méthode scientifique d'investigation des phénomènes dits paranormaux. Pour étudier les phénomènes dits paranormaux, on applique une méthode dite scientifique. Une méthode scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une méthode d'approche qui permet de décrire le monde au plus près de ce qu'il est, et donc de savoir dans le cas des phénomènes paranormaux si on nous raconte des bêtises, si c'est là, si ça existe, si c'est bien réel ou pas. Pour arriver à décrire ces phénomènes paranormaux, certes parfois il faut mener des investigations, mais comme le disait Thomas aussi, il faut parfois penser contre soi-même. Et donc là on va mobiliser un certain nombre d'autres compétences qui ne sont pas forcément liées à la démarche scientifique, qui sont liées donc par exemple au contournement ou en tout cas à l'évitement de certains nombres de biais, de manière de juger les choses, d'interpréter, qu'on pourrait appeler biais cognitifs par exemple, qui sont de type mémoire, perceptif, raisonnement, jugement, etc. Et donc l'esprit critique devient, à ce moment-là, si on le définit, et là je pense que c'est beaucoup plus large que ça, la zététique devient une méthode d'appliquer l'esprit critique à un certain nombre de sujets. Si je reprends du coup l'esprit critique en tant que définition, en tout cas si je devais poser une définition de l'esprit critique, j'essaierais de l'élargir en disant, c'est, en tout cas, essayer de distinguer l'objectif de la définition, vous allez voir, c'est pas facile, mais pour moi, l'objectif de l'esprit critique, on en parlait d'ailleurs encore à midi, c'est l'autonomie intellectuelle. Mais l'autonomie intellectuelle, ça ne veut pas dire être seul. Ça veut dire évidemment être capable aussi de faire confiance et de savoir, comme l'a très bien dit Jean-Paul ce matin, déléguer aussi sa confiance et pourquoi en fait on la délègue. Donc l'autonomie intellectuelle, c'est pas que juger par soi-même. Autonomie intellectuelle, donc comme objectif, et du coup, comment on y arrive à cette autonomie intellectuelle? J'ai envie de vous dire, on y arrive en développant des capacités et des attitudes, des dispositions, mais aussi en ayant un certain nombre de connaissances. Et donc l'ensemble de trois choses, évidemment, s'exercer son esprit critique à vide, alors ça marche pas. Si on veut parler du nucléaire, vous savez même pas ce que ça veut dire, laissez tomber. C'est un certain nombre de capacités que vous pouvez développer. Un exemple qu'on reprend souvent classiquement, ne pas confondre corrélation et causalité. Très bien, ça fait partie de capacités, mais aussi il faut avoir tendance à l'exercer. Il faut avoir cette envie en fait de l'exercer, mais pas forcément contre les autres, mais aussi contre soi-même. Et donc je dirais, esprit critique, être capable de trier l'information, évaluer si c'est plutôt vrai ou faux, donc évaluer les preuves, pour juger, mais aussi pour agir. C'est pas pour rester dans son coin, en fait. Encore une fois, je reviens à l'objectif, c'est de former des citoyens éclairés, des personnes qui jugent avec une méthode dont on espère être peut-être à l'origine le doute, mais moi aussi je vais faire ma citation. Bon, ça sera pas Einstein, ça sera Poincaré, que j'aime bien du coup, qui dit, mais douter de tout, tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l'une comme l'autre nous dispensent de réfléchir. Donc le doute, certes oui, mais pas un doute radical. Un doute qui nous sert de moteur, en fait, ou plutôt l'essence du moteur qui va nous permettre d'avancer, mais avec une direction. Et c'est cette méthode, en fait, qu'on va essayer d'appliquer, cette méthode qui nous semble être la bonne pour juger des faits, la méthode dite scientifique. C'est celle-là qu'on va essayer d'utiliser. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser si vous n'êtes pas capable de vous remettre en cause, donc sans humilité intellectuelle, mais qui va aussi avec son pendant, qui est le courage intellectuel, qui peut sembler paradoxal. Si vous n'êtes pas capable de tenir votre idée, quand je regarde des débats de Thomas sur sa chaîne YouTube et qu'il essaie de défendre son idée, oui, il fait preuve d'un courage intellectuel, comme l'a fait Henri Brock à son époque aussi, quand il était en face d'autres personnes. Donc oui, évidemment qu'il faut du courage intellectuel. Et il faut aussi la rationalité épistémique, que je définirai rapidement avec cette envie, cette motivation de fonder ses opinions sur des preuves. Donc voilà, j'ai essayé de définir à peu près les deux. Maintenant, du coup, la question qui pourrait venir après, c'est est-ce qu'on arrive bien à évaluer ça? Est-ce qu'on peut savoir si ça fonctionne, la zététique comme outil pour développer l'esprit critique? C'est l'enjeu en fait aujourd'hui, notamment de l'ADEP par exemple, la direction d'évaluation de la performance qui s'occupe, on a parlé de l'étude PISA tout à l'heure, mais d'évaluer les compétences des élèves dans la France sur les différentes disciplines, les maths, le français, etc. Et qui œuvre depuis 2 ans maintenant avec une série de chercheurs à développer des outils pour mesurer justement cette capacité d'esprit, cette pensée critique de manière générale.
Et on se heurte en fait à pas mal de difficultés. Et la principale, c'est ce que Denis vient d'évoquer, c'est le caractère, on dit multicomponentiel, c'est-à-dire que l'esprit critique, c'est pas une chose, c'est pas un processus, c'est l'interaction de plusieurs processus qui s'évaluent en termes de compétences. Est-ce que je suis capable de discerner un argument d'une opinion? Est-ce que je suis capable de juger de la crédibilité d'une source? Est-ce que je suis capable de synthétiser la somme d'informations en ne gardant que celles qui sont pertinentes? Donc là, je suis en train d'évoquer en fait toute une série de compétences, mais qui ne servent à rien, effectivement, comme l'a dit Denis, si on n'a pas le désir d'être bien informé, si on n'a pas une curiosité, si on n'a pas une envie de découvrir les avis des autres. Autrui, encore, cette dimension sociale est très importante pour venir interroger nos propres connaissances, nos propres croyances. Et là, du coup, je viens d'évoquer l'aspect habitude de pensée, l'aspect attitude. C'est ma tendance à émettre un doute ou à interroger d'où me viennent mes connaissances. Ça illustre donc que si je veux évaluer l'esprit critique des élèves ou d'un individu, je dois mesurer tout ça en même temps. Et ça devient donc très complexe, très difficile à mettre en œuvre. Et bien que dans la littérature scientifique anglo-saxonne, on ait quelques outils, eh bien, ils ont tous des limites parce que soit ils s'intéressent qu'à un seul processus parmi tous, soit ils sont destinés à un type de population, souvent des adultes dans le cadre du travail, moins sur les enfants. Il y a beaucoup moins de choses qui sont faites sur les enfants. Donc aujourd'hui, et ça depuis, 2-3 ans, on s'attelle à développer des outils pour mesurer l'efficacité de cet enseignement à l'esprit critique qui est mis en œuvre, soit dans le cadre de formation quand c'est formalisé comme ici dans votre région et vous avez de la chance, ou simplement à l'initiative de certains enseignants parce que ils ont vu un épisode de La Tranche en biais et que ça leur a plu, ou qu'ils ont une attitude, on va dire, naturelle, ou qu'ils ont acquis avec l'expérience, qui les amène à développer, à s'interroger en tout cas sur l'esprit critique et le développer chez leurs élèves. Donc la question de l'évaluation, elle est centrale, et aujourd'hui, en fait, on a peu de résultats qui nous permettent de dire si ces formations, si cette vulgarisation, elle a un réel impact sur certaines compétences ou certaines attitudes. Alors je crois, Denis, que toi tu as mené des études spécifiques sur certaines dimensions, peut-être tu pourrais nous en dire un ou deux mots. Oui, en fait, l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut mesurer en fait au cours d'une formation, qu'est-ce qu'on peut mesurer comme effet direct de l'action d'une formation. Alors très rapidement, ce qu'on fait au cœur d'une formation, c'est parler d'esprit critique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les élèves? Mais du coup, c'est faire passer le message, surtout que les enseignants doivent d'abord se former eux-mêmes à faire ça. C'est pas qu'on n'est pas bon a priori, c'est juste qu'il y a des dimensions et des manières de faire qui sont utilisées depuis un certain temps, qui semblent être ce qu'on s'est fait nous aussi, on s'est bien planté, ça arrive évidemment que ça ne marche pas, la manière d'être et de faire en formation. Donc on a essayé de parler d'un certain nombre de choses, parler d'échelle d'épreuve, justifier l'échelle d'épreuve, parler de la limite en fait de nos sens, parler de la différence entre croyance, connaissance, opinion, parler d'argumentation, des arguments fallacieux, parler de l'effet du langage aussi, parler de méthodologie expérimentale. Tout ceci constitue une formation. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Comme disait Virginie, si on veut évaluer tout ça, waouh! Du coup, moi j'ai essayé de centrer, en tout cas avec les collègues, sur plusieurs dimensions. Un, ce sont les capacités qu'on appelle les capacités analytiques ou capacités cognitives assez classiques qu'on peut évaluer et qui existent depuis un certain temps avec des tests quantitatifs. Des évaluations aussi des croyances, donc les croyances au paranormal par exemple, ou qu'on appelle aussi mentalité conspirationniste, 2 échelles qu'on peut utiliser, mais aussi, et pour moi c'était une des choses les plus importantes, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, évaluer cette humilité intellectuelle, c'est-à-dire cette envie ou cette tendance à, cette vertu, les philosophes pourraient même dire, cette vertu à être capable de se remettre en question et accepter qu'on puisse avoir tort. Et la deuxième, qui est à mon avis nécessaire aussi, pour ne pas laisser que le côté on se tire une balle dans le pied tout le temps en disant j'ai peut-être tort, c'est la rationalité épistémique, c'est-à-dire mesurer l'envie de fonder ses opinions sur des preuves. Et pas simplement en tout cas sur des preuves solides.
Et c'est ces dimensions-là, en fait, qu'on essaie de faire bouger au cours des formations. Donc, expérience, groupe témoin, deux formations qui font pas exactement la même chose, mais qui ont l'objectif de développer l'esprit critique. On mesure avant, on mesure après, et on regarde ce qui se passe. Voilà. Et apparemment, parce que là, on l'a fait l'année dernière, ça bouge. Ça bouge. Alors, ce sont des résultats préliminaires, mais voilà, ça conforte l'idée qu'on fait bouger ces dimensions-là, en tout cas. Henri Brock, dans les enseignements de la fac, vous aviez forcément des évaluations, des examens, des choses comme ça. Donc ça, vous pouviez évaluer la compréhension de votre côté. Oui, effectivement, comme disaient Virginie et Denis, donc à la fac, il y a eu à peu près un peu plus de 7000 étudiants en zététique. Et on a pu tester un petit peu, enfin moi je l'ai fait surtout au début de l'enseignement pour voir un petit peu comment le modifier, pour essayer de l'améliorer, pour être plus efficace. Et la grosse surprise positive que j'avais eue lors des premières années, vous avez sur le site de l'université, il y a un article qui a été fait pour je sais plus quel colloque ou un truc comme ça, où j'avais mis les résultats sur les 4 premières années d'enseignement de zététique, où on suivait avec un questionnaire en début de cours et un questionnaire en fin de cours. Et ce qui ressortait bien, c'est que finalement, pour plus de 90% des étudiants, ils estimaient que le cours, alors que dans ce cours, je traitais que les phénomènes dits paranormaux, et d'abord je faisais, il y a toute l'introduction, disons, partie méthodologique scientifique, essentiellement liée les maths, les stats, etc., les statistiques, etc. Et puis ensuite, la partie phénomènes paranormaux, et ils estimaient à plus de 90% que ça les avait amenés à modifier leur opinion sur tout autre sujet, quel que soit le sujet, plus rien à voir avec les phénomènes paranormaux. Donc là, on voyait bien que à ce niveau-là, ça marchait très très bien. Après, il faut bien se rendre compte que l'esprit critique, en 1981, certains n'étaient pas nés, en 1981, il y a eu les Assises nationales de la recherche qui étaient faites par Chevènement, qui était ministre à l'époque. Et je sais que nous, dans la région, l'atelier que j'avais développé, c'était développer l'esprit critique. Donc il y avait déjà manifestement la nécessité ici, qu'on a vu 1 an, 2 ans après avec le sondage dont j'ai parlé ce matin. Donc manifestement, on voit que finalement, le problème, entre guillemets, de la zététique et de voir, de mesurer l'efficacité ou non, c'est que ça se mesure finalement en décennies, ça se mesure pas en années, quoi. C'est en décennies. On démarre quelque chose et c'est peut-être 10 ans après que ça va déboucher parce que un des gars qu'on a eu comme étudiant, un truc comme ça, lui, il va rentrer dans le système aussi éducatif et c'est lui qui va former, etc. Et c'est là que ça commencera vraiment à essaimer, à avoir l'efficacité. Donc c'est difficile même en ayant des instruments qui sont en train d'être mis en place à l'heure actuelle, je pense que c'est difficile, il faut laisser du temps pour vraiment qu'on ait le recul suffisant pour voir si c'est vraiment efficace, quels sont les axes à développer, quels sont les axes à diminuer, etc. J'ai une question à propos des réseaux sociaux. Étant sur YouTube, sur des blogs, sur les sites web, il y a en général beaucoup de retours positifs ou négatifs, des commentaires, etc. Comment vous intégrez tous ces retours, vous en prenez compte, vous ignorez certains qui sont certainement pas forcément terribles, etc. Alors, si on a des haters qui sont présents aujourd'hui, qui commentent en nous insultant ou qui sont en train de regarder actuellement, ce sont des commentaires qui nous rassurent. Hein. Donc continuez, dès que j'ai un message extrêmement insultant, ça me rassure. Parce que ça veut dire que voilà, si on est à ce niveau-là, quand c'est très poli et très structuré, là j'ai peur, et là je regarde, et là ça m'inquiète. Et on en a aussi, hein, donc je sais pas quoi dire, on a la plupart des gens qui commentent soit parce que un truc les a amusés, donc ils rigolent, donc même quand on veut être un peu sérieux, quand on fait des débats, et même si des fois je m'oublie un petit peu, bon, c'est pas du show, mais bon, ça. Les gens qui sont agacés parce qu'on égratigne un truc et pas autre chose. Donc si on débat avec un chrétien, et pourquoi vous faites pas ça avec un musulman? Parce que j'avais un chrétien sous la main, donc j'ai fait ça comme j'ai pu. J'ai pas un supermarché avec tout le monde, je vais comme je peux. Voilà, donc les gens qui voudraient qu'on aille taper ailleurs que là où on tape. On a les gens qui viennent, quand on tape sur l'anthroposophie, on a les anthroposophes qui viennent sans dire que c'est eux, machin, mais voilà, soit pour semer le doute par rapport à la personne qui vient témoigner, ou pour dire non, c'est pas comme ça. Pareil pour les témoins de Jéhovah. On a vraiment de tout. Donc, alors on en tient compte, oui, c'est-à-dire que avec l'habitude, on commence à repérer quand sur une vidéo, les réactions sont un peu différentes des autres. On l'a vu avec la chasse. Alors, la chasse, on a fait une vidéo où on a reçu un militant.
Alors, c'est pas ce que vous faites habituellement, c'est un peu étonnant. En général, on préfère avoir un expert qui donne un sujet, mais sur la chasse, c'est compliqué d'avoir un expert. Quel expert on peut avoir pour évaluer le truc? C'est un peu compliqué. Donc, lui, il connaît bien son sujet, mais on était parti sur l'idée qu'il allait être militant, et moi, je devais avoir le rôle de celui qui questionne. En fait, il n'a pas été militant pendant l'émission. Donc, je me suis fait avoir, donc je l'étais à sa place, parce que j'avais une position pour l'émission qui était prévue dans ma tête, et comme on l'avait pas, donc j'étais plus militant que lui. Donc les gens m'ont pas pardonné ça. Et donc, je m'excuse encore. Mais globalement, je pense qu'on a eu raison d'amener le sujet, parce que quand on regarde dans les médias comment c'est traité, la parole est plus donnée au lobby des chasseurs, j'ose dire le mot, 1 million de chasseurs, des centaines de millions d'euros de budget. Beaucoup d'argent, et surtout un impact électoral très important. Il n'y a pas d'élus qui tapent sur la chasse, sauf si c'est un écolo extrême gauche. Voilà, les autres. Donc, et là, on voit quand on tape sur quelque chose qui dérange un lobby, on le sent bien. Donc voilà, là typiquement, et le pourcentage des pouces hauts et pouces bas, là, il est carrément différent des autres. Et puis en plus, on a eu des vidéos réponses d'autres chaînes de gens qui nous ont dit à quel point ils disaient qu'on voulait interdire la chasse. C'est pas ce qu'on a dit, ça s'appelle un homme de paille, pour ceux qui savent. Donc les réseaux c'est pas évidemment aussi fiable que des vraies études. Et moi, parce qu'à côté de la chaîne, moi j'ai des formations à l'esprit critique, et c'est pareil. Alors j'ai piqué des trucs à Denis, parce que je suis allé le voir à Marseille au début, avant de me lancer, donc j'ai piqué des exercices. Il faudra que tu viennes me voir ce que j'ai fait depuis, voir si c'est mieux, que j'aille te voir pour voir ce que tu as mesuré, pour comparer qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut faire de plus. Voilà. Il faudra qu'on communique plus. Donc, et le fait est que il faut pas se fier à des témoignages sur YouTube pour savoir si ce qu'on fait fonctionne. Mais j'ai que ça à ma disposition, donc je m'en sers quand même pour évaluer en gros. Mais là, on évalue ce que les gens, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas satisfaits, pas si ça marche ou pas. En revanche, on a à peu près toutes les semaines un mail de quelqu'un qui nous écrit pour nous dire ma vie a changé. Je parle de nouveau avec mes parents parce que avant c'était compliqué, maintenant j'ai appris, voilà. Ou bien j'ai changé d'avis, j'ai quitté une secte, voilà. Bon, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Hygiène Mentale, c'est grâce à Henri, c'est grâce mais bon, il nous arrive à nous et aux autres. Donc on voit l'impact. On peut pas le mesurer parce qu'on sait pas combien de gens on a jeté dans les bras des sectes parce qu'on est des gros connards et du coup par rejet ils vont ailleurs. Eux nous écrivent pas. Je pense qu'ils sont moins nombreux. C'est des choses croire. Mais voilà, donc il y a un impact, c'est sûr. Dans quelle mesure il est important, je ne sais pas. Est-ce que les pouvoirs publics mettent assez d'argent dans ces initiatives-là, vu l'impact que ça pourrait avoir? Je pense que non. C'est un appel pour tous les élus qui ont de l'argent à donner aux associations. Mais bon, on n'a pas de la région, donc c'est pas... Voilà. Donc la question de l'impact qu'on a est très important, et je crois qu'on n'a pas les outils pour le faire actuellement. Avant de passer aux questions-réponses, j'avais une petite question je ne sais pas qui l'a posée. On s'aperçoit qu'il y a une inculture scientifique de beaucoup de professeurs des écoles qui sont plutôt des milieux littéraires, etc. Et est-ce que à l'âge primaire, ça peut avoir un impact sur, disons, l'appétence aux sciences et l'esprit critique? Et Virginie. Alors, les résultats de la littérature montrent effectivement une corrélation négative, c'est-à-dire que, en fait, plus les gens, alors ces études par contre, elles sont faites sur des adultes et des étudiants notamment, mais que plus les individus ont bénéficié d'un enseignement en sciences et donc de la méthode scientifique, moins par ailleurs ils ont tendance alors à adhérer aux théories du complot et à tomber dans les pièges des biais cognitifs classiques. Donc ça, c'est il y a une étude de Wilson de 2018, alors qui n'a pas de groupe contrôle et c'est bien dommage, mais qui montre effectivement que l'enseignement de la méthode scientifique a tendance à diminuer les croyances de toutes sortes et également celles religieuses. Du coup, le fait de est-ce qu'on peut bénéficier d'un enseignement à l'esprit critique quel que soit notre âge, la question est en tout cas oui. Dans la littérature scientifique, de nombreux auteurs, je pense que Denis peut confirmer, soutiennent l'idée que oui. Alors par contre, peut-être qu'on va pas commencer à faire les mêmes choses avec un enfant de 6 ans qu'avec un adolescent au collège. Par exemple, on sait que à partir de 4 ans, les enfants ils sont capables
d'identifier qu'il y a des gens qui ont une expertise dans un domaine et d'autres dans d'autres. Donc, par exemple, qu'on va soigner la voiture chez le garagiste et pas chez le docteur. Mais que par ailleurs, il faut attendre l'âge de 7 à 10 ans pour qu'un enfant imagine que quelqu'un puisse avoir un motif à détromper la vérité, ou en tout cas à cacher la vérité. Donc on ne va pas procéder de la même façon en primaire, en collège, en lycée, et c'est justement la difficulté de l'enseignement de l'esprit critique à l'école. Et puis je voudrais juste rappeler une chose, c'est que les résultats sur notamment l'utilisation des réseaux sociaux, du partage d'informations sur ces réseaux, montrent que en fait les enfants, c'est ceux sur lesquels on met le plus d'efforts actuellement, mais que par ailleurs dans les études on montre que c'est pas forcément eux qui ont le plus de fausses croyances. L'étude BVA de 2017 montre par exemple que donc on est un Français sur 2 en moyenne à partager une information sur les réseaux sociaux sans en vérifier la source. Et ceci pour provoquer des réactions dans son entourage social. Mais c'est une tranche de la population bien particulière qui a cette tendance-là. C'est-à-dire que ce sont plutôt des personnes qui sont dans les strates de la population les plus âgées, c'est-à-dire ceux supérieurs à 55 ans. Que par ailleurs, ce sont ceux qui ont le moins d'enseignement, en tout cas de formation, puisque ce sont les ouvriers qui sont les plus représentés dans cette étude. Donc, tous les efforts qu'on met sur les enfants, je trouve ça très bien, mais il faut aussi peut-être s'intéresser à ceux qui sont qui ont été moins élevés avec le numérique et les médias, et voir avec eux comment on fait justement pour diffuser l'esprit critique. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Bonjour, je me présente, je suis enseignante. Alors moi, je voulais rappeler, je crois que c'est Monsieur Charpak qui disait que le problème à l'école, c'est qu'on apprend aux élèves à trouver des réponses au lieu de poser des questions. Donc je me demande s'il est important d'avoir une matière qui développe l'esprit critique. Je pense personnellement que toutes les matières enseignées à l'école doivent développer l'esprit critique. Est-ce qu'il ne faudrait pas en fait que l'éducation nationale fasse une autocritique sur sa pédagogie et qu'elle enseigne peut-être justement aux élèves à se poser des questions? Je me souviens d'un professeur de maths sup à Toulouse qui avait eu l'idée, à mon avis géniale, de donner les réponses des problèmes aux élèves en prépa et de leur demander de concevoir le problème. Donc je crois que si on se limite à vouloir faire une matière à développer l'esprit critique, c'est oublier que toutes les matières le font. Et lorsque vous parlez de méthodes scientifiques, je regrette, les professeurs de philosophie sont fondamentaux pour développer l'esprit critique aussi. Merci. Bon, la première chose, c'est que je l'ai rappelé, il n'y a pas d'enseignement de l'esprit critique sans connaissance. Et je pense que la méthode philosophique est une méthode, quand elle est appliquée de manière analytique, est une méthode profondément basée sur la méthode d'enquête, et qui, à terme, a donné l'essence à la méthodologie scientifique. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a dans la littérature comme résultat là-dessus? Il me semble qu'on sera d'accord avec Virginie, c'est que les méthodes qui marchent le mieux de ce qu'on sait autour de cet enseignement de la pensée critique, c'est celles qui sont, explicites, c'est-à-dire qui donnent clairement en fait les règles du jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler de ça et on va le faire pour ça, et qui ne suppose pas en fait que là, et je pense que c'était ce que disait Henri en fait au début, c'est que faire des sciences quand on raconte pas pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on enseigne en fait à travers cette démarche scientifique, en fait on passe à côté de cet enseignement là de l'esprit critique. Donc il faut que ça soit des méthodes explicites, il faut varier les contextes, donc toutes les disciplines participent à ça. Moi quand je fais des formations, il y a écrit, enfin moi et mes collègues, esprit critique et sciences, il y a des professeurs de PS, il y a des professeurs de philosophie, il y a des professeurs de français, il y a des professeurs documentalistes, d'histoire géo. Tous sont concernés par cette démarche qui vise simplement à analyser, comprendre, réfléchir, et donc toutes les dimensions qui sont là et dont on a parlé. Donc oui, toutes les disciplines participent. Si on devait faire, et c'est ce qu'on fait quand on fait des enseignements à l'université ou des enseignements qui sont plus spécifiques comme des clubs de zététique ou des enseignements autour de l'esprit critique,
Ils s'inspirent tous et ils s'engrenent tous dans du concret. Je vais prendre un exemple avec la philosophie. C'est très bien d'enseigner la logique formelle, mais c'est encore mieux, en fait, de la transposer avec de la logique informelle et de l'argumentation et de la détection d'argumentation fallacieuse. Parce que, d'un côté, on va construire des bases solides, en fait, de logique, mais aussi, surtout, on va les appliquer. Et c'est une question qu'on n'a pas traitée, c'est la question du transfert. J'ai l'impression que que ce soit Thomas ou toutes les personnes qui font ces enseignements, là, l'objectif, c'est bien de transférer ça dans la vie de tous les jours. Donc oui, toutes les disciplines participent à ça. Et oui, se poser des questions et transformer les méthodologies qui sont à l'œuvre. Et là, j'ai notre collègue Isabelle Tariq qui est là, qui est bien passée pour le savoir. C'est compliqué de transformer les pratiques enseignantes pour aller dans la direction que vous avez indiquée. Alexandre Moiti, je suis auteur scientifique, ancien membre de la FIS à Paris. J'avais une question à Madame Bagneux. Vous disiez, plus on a d'instructions scientifiques, moins on est sensible au complot. Gérald Bronner, dans La pensée extrême, 2009, ou même un peu avant, 2009, dit le contraire. Je dis pas que vous avez... Il dit plus on a fait d'études, la pensée extrême, il étudie par exemple certains extrémistes, plus on a fait d'études, plus on sait ce que c'est que le doute en matière de science, quoi. Alors je dis pas que vous avez tort, ni que Gérard Bronner a raison, ou l'inverse, je dis qu'on peut émettre deux opinions et que c'est pas facile parfois de les trancher. Alors, peut-être j'ai pas été assez claire. Oui, de manière générale, mais Henri l'a très bien expliqué ce matin avec ses graphiques. Ce sont les personnes qui ont un plus haut niveau d'études qui ont par ailleurs le plus de croyances. Ça, c'est un résultat qui est général. Et moi, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est par exemple l'étude de Wilson qui montre que sur un suivi de cohorte d'étudiants, lorsque on enseigne la méthode scientifique, et qu'on mesure leur adhésion à un certain nombre de croyances avant ce cours et puis à la fin de leur cursus de cours, on observe que ceux qui ont bénéficié de cet enseignement à la méthode scientifique adhèrent moins qu'ils n'adhéraient au départ à une série de croyances. Alors elles sont de tout ordre, religieuses, paranormales, pseudo-scientifiques, etc. Donc, pour répondre à votre question, l'idée c'est comment fait-on pour réduire ces croyances ? Il semblerait que l'enseignement des outils de la méthode scientifique permettrait de les réduire. Maintenant, je le disais tout à l'heure, très peu d'études existent et en sociologie, on a souvent tendance à mesurer des variables sociologiques, comme par exemple le niveau sociodémographique, le niveau d'études, etc. Et moi, les études sur lesquelles je parle, ce sont des études expérimentales avec des suivis de cohorte et surtout avec des comparaisons avec des groupes contrôle, c'est-à-dire des groupes qui ne bénéficient pas de cet enseignement de la méthode scientifique. Donc il y a l'évolution dans le temps, mais il y a aussi la comparaison avec des groupes qui ne bénéficient pas de cet enseignement à la méthode scientifique. Si je peux ajouter un petit point de ce que vient de dire Virginie, c'était déjà inclus effectivement dans les travaux de Bois et Michelin, parce que Gérald Bronner il fait référence à ces travaux, mais il oublie un petit détail, c'est que justement quand on voit que le niveau de croyance, comme je vous disais ce matin, est direct au paranormal, pas à l'astrologie, mais au paranormal est directement proportionnel au niveau d'études. Je vous avais indiqué, il y a une petite exception pour ceux qui ont suivi le cursus scientifique, mais ayant suivi le cursus scientifique, il croit un peu moins que les autres, mais il croit quand même plus que la moyenne de la population française. Donc ça immunise pas, mais disons ça permet d'éviter certaines dérives. Et ensuite, le deuxième point sur lequel il faut bien faire attention, c'est que quand on juge des croyances de personnes, il faut voir quel est le niveau des connaissances de ces personnes. Et ça, il y a une évolution très très forte entre il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, et puis maintenant, je vous ai montré ce matin un Européen sur 4 qui croit que la Terre est au centre, il y a tout qui tourne autour. Ça veut dire qu'Elisabeth Tessier et les autres astrologues ont encore des beaux jours. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en mars 2019, a été publiée une enquête qui a été menée au niveau du système éducatif français sur les CM2, donc en prenant la partie scientifique et technique de leur enseignement. C'est le quota d'heures le plus important qu'ils ont. Et ils ont fait des tests sur les opérations de base et puis des petits trucs de proportionnalité et tout ça. Et c'est absolument sidérant. C'est quand le score, il y a 30 ans, il était à peu près de 280 points. À l'heure actuelle, de mémoire, je crois qu'il est à peu près à 170. Et la conclusion du directeur du conseil scientifique de ces études, c'est, écoutez bien, les meilleurs, on parle des CM2, les meilleurs d'aujourd'hui sont au niveau des pires d'hier.
Les meilleurs d'aujourd'hui sont au niveau des pires d'hier. Donc ça, c'est important aussi de connaître l'état des lieux en quelque sorte. Parce que sinon, on ne peut pas juger de la même manière. Donc c'est difficile de comparer des enquêtes qui ont été menées il y a 30 ans, des enquêtes qui ont été maintenant. Il faut y penser à ça, il faut vraiment regarder l'état des lieux actuel. Bonjour. Je me demandais par rapport à donc l'enseignement de l'esprit critique dans les écoles ou dans les collèges, est-ce que vous abordez par exemple la question... Alors, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le fait qu'il existe des DU, des diplômes universitaires ou interuniversitaires d'homéopathie, par exemple, encore aujourd'hui. Et donc, c'est plus difficile, il me semble, de s'opposer à des médecins, des personnes qui ont une certaine autorité par rapport à des créationnistes qui vont faire un blog et on va pouvoir dire ben non, c'est pas vrai ou non, la Terre n'est pas plate. Est-ce que ça fait partie du coup de l'enseignement d'apprendre à questionner, à douter même des professeurs, même des personnes qui ont des diplômes, même des personnes qui sont en général respectées dans la société? Un petit élément, pas de réponse, mais de constat qui va malheureusement un petit peu dans le même sens. Donc il y a quelques années, presque quelques décennies, avec le mouvement Freinet, donc qui est un mouvement un peu particulier du système éducatif, ils ont ce qui s'appelle une revue, il y en a plusieurs, mais il y a BT2, donc Bibliothèque de travail du deuxième degré, et ils m'avaient demandé de faire une plaquette donc sur l'esprit critique. Donc cette plaquette, elle s'appelle l'esprit critique, es-tu là? Et il se trouve que la manière de procéder donc du mouvement Freinet, c'est de faire donc l'auteur, donc là en l'occurrence moi, fait un texte. Ce texte, il est testé directement dans des classes et puis on revient plusieurs fois dessus. On fait ce qui s'appelle des ateliers et puis on bosse un petit peu là-dessus pour l'améliorer et le mettre avec les termes qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut pour les enfants auxquels il s'adresse. Eh bien, il se trouve que moi, le souvenir que je garde et qui m'a le plus frappé, donc on est dans un mouvement Freinet, donc un mouvement relativement teinté, disons plutôt de gauche et progressif sur le système éducatif. Et puis, quand j'explique ce que je mets dans cette plaquette, donc esprit critique, es-tu là? J'ai dit, ben on peut aussi un petit peu parler d'homéopathie. C'était une réunion en atelier, on était 12. Parmi ces 12, il y en avait 11 qui se soignaient par homéopathie. Je vous signale que moi, c'est pas le cas. Donc, et ça a été terrifiant. Tous les enseignants, 12 enseignants dans la salle, 11 qui se soignent par homéopathie. C'est clair que là, le consensus qui s'est défini, ben, c'est dans la plaquette, on va pas parler des médecines magiques, parce que je comptais aborder acupuncture, auriculothérapie, etc., quoi. Donc il faut voir qu'il y a des présupposés qui font partie du vécu des enseignants, et beaucoup des enseignants le sont au niveau des médecines dites magiques, les médecines non conventionnelles, et ça c'est clair que ça va rejaillir sur la manière dont l'information va être triée, parce que même si à la base il va y avoir un zététicien ou quelqu'un d'autre qui va décider de traiter un sujet, ben peut-être ça va pas passer certaines fourches codines, et donc là manifestement on s'aperçoit qu'il y a un gros travail à faire, mais peut-être déjà au niveau des enseignants, quoi. Je peux rajouter un truc juste sur ça, François, si une seconde, c'est que je raconte encore les premières fois où on avait essayé de faire monter des formations, des activités pour les enseignants et qu'on contactait nos chers collègues inspecteurs au début. Ils posaient en fait une question toute bête, c'était de dire mais vous allez saper en fait l'autorité de l'enseignant si vous apprenez à douter aux élèves. Le paradoxe de l'enseignement critique, c'est ça en fait. Soit critique. Bon, déjà, soit critique du fait d'être critique, donc déjà ça fait réfléchir. Et puis le deuxième, c'est jusqu'à quand allez-vous pousser le doute? Le doute poussé pour l'enseignant, c'est un enjeu pédagogique en fait. C'est-à-dire, je suis en train de scier peut-être la branche sur laquelle je suis assis, c'est ça que certains se disent en fait. Mais non, en fait, la solution, elle est de dire, mais non, on vous donne une méthode qui va permettre justement de légitimer que vous, en tant qu'expert, vous avez des raisons objectives de dire ce que vous dites. Et donc je sais pourquoi je sais, parce qu'en fait, vous m'avez expliqué, même si vous n'avez pas refait les expériences, je sais pourquoi je peux vous faire confiance au prof d'histoire, au prof de philo, au prof de lettres, voilà, quand il me dit quelque chose. Et donc oui, il y a tout un enjeu sur l'enseignement de la confiance déléguée. On peut pas faire autrement de toute façon. Et de fait, quand on se heurte en fait à des questions qui nous dépassent en tant qu'experts, c'est aussi de dire, d'interroger, de poser la question, interroger l'expertise des gens que vous avez en face de vous, est-ce qu'ils sont légitimes pour parler dans le domaine dans lequel vous êtes en train de les voir. Mais d'expérience, parler d'homéopathie en formation d'enseignants, en une journée,
Moi, j'ai arrêté de le faire, en fait. Ou je le fais avec des... Et je sais qu'avec Thomas, on n'est pas forcément d'accord. Il a une raison, en fait, de le faire autrement. Au contraire, il va mettre les pieds dans le plat, je sais. Mais en fait, je vais mettre les pieds dans le plat à un moment donné qui est peut-être différent de lui. Lui s'en sert peut-être comme manière de lancer le sujet. Il a une manière de faire qui est peut-être différente. Moi, je vais y arriver aussi d'une autre manière quand, justement, j'aurai posé les bases de ce que c'est qu'une échelle d'épreuve et de dire, ben voilà, en fait, on est face à quoi? Et en fait, tout le monde écoute au bout d'un moment. Quand tout le monde est d'accord sur le fait que le consensus scientifique, c'est le plus haut niveau de preuve qu'on ait, et qu'on dit, bah, l'état de l'art sur ce sujet, c'est ça. Bah, si tout le monde était d'accord sur le point d'avant, bah, en fait, il y a quelqu'un qui peut toujours lever la main en disant, je suis pas d'accord. Je fais, ouais, mais tu as lu quoi comme papier? Et puis, est-ce que tu connais l'état de l'art, en fait, sur la question? Voilà. Et partage-le. Donc, c'est un peu plus sain d'en discuter à ce moment-là, mais pas tout le temps. Je vais peut-être aussi me permettre de rajouter un truc sur le DU homéopathie, parce que vous mettez là un point un doigt sur le fonctionnement de l'université en France. Aujourd'hui, les universités, elles s'autonomisent. Du coup, il y a une logique de rentabilité qui amène en fait à évaluer les formations, à évaluer les enseignants-chercheurs et à mettre ça en adéquation avec le marché du travail. Donc, ça a des effets bénéfiques parce que du coup, ça permet d'éliminer d'éliminer. Alors. Faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais voilà, il y a un marché du travail, une réalité en termes de marché du travail qui fait que certaines filières sont en train d'être réduites au niveau des ouvertures de places pour les étudiants. Et puis, par ailleurs, on augmente là où on a des besoins. Un DU jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, il était ouvert à l'initiative de quelques enseignants-chercheurs qui avaient alors un sujet d'expertise ou une envie de promouvoir quelque chose en lequel ils croyaient, et il n'y avait pas d'organisme particulier qui évaluait le bien fondé de cette formation. Aujourd'hui, la formation continue, elle est soumise à des règles strictes d'évaluation parce que, en fait, c'est les organismes de formation qui payent pour que des personnes se forment de manière continue. Donc, il y a nécessairement la nécessité de justifier du bien fondé de cette formation. Donc, ouvrir aujourd'hui un DU d'homéopathie, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a pu l'être il y a 20 ans ou 30 ans, lorsque c'était beaucoup plus libre à l'université. Une dernière question, monsieur, vous aviez... Merci à tout le monde du coup pour votre intervention. Thomas a dit tout à l'heure que c'était peut-être pas trop la peine de parler d'esprit critique parce qu'ici on est déjà tous formés. Moi je trouve que justement c'est les moments les plus importants quand on est entre convaincus. Enfin bon, c'est peut-être pas ce qu'a voulu dire Thomas exactement, je déforme un peu. Mais justement, j'aimerais savoir, vous tous et vous toutes, ce serait quoi le plus grand défi pour vous, les critiques que vous feriez à la zététique, à nos communautés? Quel reproche principal vous auriez à faire à tout ce qui tourne autour de tout ça? Merci. Ce sera le thème de notre prochain tranche en live spécial Noël. On fera ça à la maison. Ça va s'appeler « Il y en a marre des zététiciens ». Il y en a marre des zététiciens. En tant que communauté, on commence à être nombreux, donc on commence à charrier du nombre et donc des déchets. On a du déchet dans le nombre. On a des gens qui s'estiment zététiciens et qu'on voit sur Twitter dire n'importe quoi. Il se trouve qu'ils sont tombés du bon côté de la barrière ou ils sont nés du bon côté de la barrière. C'est-à-dire qu'ils ont appris des choses à l'école, ils les ont crues. Ils ont cru la science, donc ils pensent qu'ils ont compris comment ça marche. Donc ils savent que la Terre tourne autour du Soleil, donc ils se permettent de balancer des avis et de croire que tout ce qu'ils croient est vrai, parce que puisqu'ils croient ce qu'il fallait croire là, alors ce qu'ils croient là est forcément vrai. Donc il y a un problème. Et ils sont totalement... en fait, ils sont en mode croyance et ils croient être zététiciens. Ça pose problème. C'est-à-dire que, et en plus, même ceux qui sont vraiment zététiciens se comportent pas toujours très bien, on est un peu véhément et on pense un peu que les croyants sont des cons, alors qu'on vient de voir qu'on peut être diplômé, être intelligent et croire des trucs bizarres. Donc voilà, c'est plutôt le rapport à qui on est, à qui on croit parler, qu'il faut qu'on interroge très vite. Parce que moi-même, le premier, quand je parle aux gens ou quand je réponds, on a une posture. Et quand les gens identifient qui on est comme étant celui qui représente les zététiciens, bon maintenant c'est moi qui suis sur YouTube, donc c'est moi que ça tombe. Les gens pensent que c'est moi qui parle pour tout le monde, ou Christophe, ou les gens. Personne ici ne prétend parler pour la science. Je dis ça pour les connards de Twitter, dont certains sont profs à l'université et qui pensent que certains parlent pour la science, alors qu'on ne l'a jamais dit. Voilà, je suis fleuri dans mon langage, mais c'est parce que je pense que c'est important. Et donc voilà, personne ici ne pense qu'il détient la vérité.
On l'a jamais dit, mais du coup on l'explique pour que ce soit bien clair. Or ce message qu'on serait les vecteurs de la vérité et de la seule vraie science, en filigrane, c'est comme ça qu'on est perçu par certaines personnes, et c'est comme ça que certains qui adhèrent au mouvement se voient. Quand j'ai mouvement, enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut mettre les choses au clair à ce niveau-là, c'est savoir pourquoi vous voulez être zététicien ou sceptique, ou quelle est l'étiquette que vous voulez avoir. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est le but de l'opération? Et dans ce cas-là, si vous voulez être efficace, évitez, alors, don't be a dick, hein, comme on dit, soyez pas un connard, ça c'est une chose. Mais même au-delà de ça, évitez de générer des images, enfin, et ne pas être une imposture. Soyez dans une posture réelle et pas une imposture de ce qu'on voudrait faire. Donc c'est un travail constant que nous on doit faire quand on est exposé. Alors si on ne le fait pas assez, il faut nous le dire. Voilà, et je renvoie aux gens qui veulent être militants, enfin acteurs du mouvement. À mon avis, c'est là que, si on veut, peut-être que c'est là que ça va jouer. Si dans 10 ans on a un impact important, c'est parce qu'on sera passé pour les gentils. Si on passe pour les méchants, c'est foutu. C'est comment on va dire, le côté médiatique. L'information passe à notre époque essentiellement, sinon exclusivement par les médias. Et le problème, c'est l'image que l'on peut donner de nous-mêmes sans même le faire exprès. C'est-à-dire que, par exemple, on vous demande de participer à une émission de télé ou à une émission radio. Alors il se trouve que bon, je l'ai fait assez souvent il y a pas mal de temps, et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un effet parallèle fortement négatif dans le fait tout simplement de se trouver confronté par exemple à un voyant ou à un astrologue ou une astrologue. Et ça c'est vraiment à mon avis maintenant quelque chose à éviter. Ce qu'il faut par exemple d'entrée de jeu, quand on vous demande de participer, moi c'est ce que je réponds maintenant. Alors après du coup peut-être vous êtes plus invité, mais ce que je dis ouais, pas de problème, moi je viens, mais je veux pas être opposé à un astrologue, vous m'en mettez 10, 20, 30 ou 40 en face, mais pas un seul. Je veux pas qu'on se trouve à 1-1. Je veux pas que moi qui ai bossé le sujet pendant des dizaines d'années, parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, et que la réponse du gars en face, pour les gens qui écoutent, ce soit la même chose. Donc je me suis rendu compte que quand on est dans des débats, 1 contre 1 en quelque sorte, parce que le contre, eux, ils considèrent ça comme des bagarres, et c'est ça que les médias adorent, donc ils poussent à ça, et bien manifestement, ça met les deux à égalité. Donc je pense déjà que nous, de notre côté, il faut qu'on évite ça et qu'on demande, oui, on veut bien être opposé, mais vous en mettez 10, 20 en face, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça sera intéressant, parce que comme ça, on peut prendre la parole 10 ou 20 fois de plus, parce qu'on répond à chacun d'entre eux. J'en avais 4, mais j'avais que 1/5 du temps. Ah, mais ouais, ça déjà, bon, manifestement, il faut vraiment essayer de veiller à ça, la source de l'information, et puis vraiment la présentation qui en est faite, quoi. Et après, peut-être que si nous tous, quels que soient nos postes, les endroits où on bosse, etc., c'est d'essayer de convaincre des gens qui sont au niveau des médias. Alors je sais bien que c'est pas facile, parce que même quand on arrive à convaincre un journaliste, moi j'ai eu l'expérience comme ça avec un journaliste de Nice Matin qui était OK pour faire une série d'articles, l'homéopathie qu'on avait traitée n'a jamais été diffusée. Le problème c'est que il se trouve qu'il y a une direction, et c'est la direction du journal qui décide au nom de la publication de l'article, même quand l'article est fait et fini, d'accord, il est monté et tout, quoi. Donc c'est ça qui est difficile. Donc si vous avez des moyens d'intervenir d'une manière ou d'une autre au niveau des médias, bien c'est ça qu'il faut essayer de faire changer. C'est le niveau diffusion. La diffusion de l'information, c'est important. Et pour qu'une personne soit, disons, correctement informée, il faut déjà que l'information soit diffusée, il faut que l'information soit objective, il faut qu'elle ait accès à toutes les facettes. Après, on ne cherche pas à imposer une opinion, on veut simplement que les gens aient toutes les facettes de manière à pouvoir décider en toute connaissance de cause. C'est pas à nous de définir, on l'a bien vu ce matin par les discussions qu'il y a eu, mais c'est de dire il faut que les gens aient toute l'information. Et là, je crois qu'on a tous notre rôle à jouer, quel que soit l'endroit où on est, d'essayer de diffuser au niveau des médias, de montrer qu'il y a une autre manière d'intervenir, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.